Avant de commencer, un petit tuto pour mieux apprécier la vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire lecture, mais vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Si cela ne va pas assez vite, vous pouvez augmenter le débit. Ensuite, si vous voulez couper la lecture en plusieurs fois parce que vous trouvez la vidéo trop longue, il y a un chapitrage qui est présent dans la présentation de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller au chapitre sur lequel vous vous êtes arrêté. De temps en temps, il y a des compléments d'information. C'est quand il y a le logo I, donc le logo information, qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre dans un autre onglet en attendant de finir la vidéo. Ou vous pouvez mettre pause et aller regarder l'autre vidéo également. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous voici dans un point histoire de la philosophie. Le sujet qui nous intéresse ici, c'est le lien entre les Grecs antiques et leur politique, leur histoire et leur sagesse. Comprendre l'éthique grecque peut être compliqué si nous ne nous référons pas à l'histoire. Nous pensons évidemment à des philosophes qui sont aujourd'hui des figures, notamment Socrate, Platon et Aristote. Mais l'éthique était présente avant eux et malgré eux lorsque leur époque fut venue. L'éthique grecque, c'est-à-dire la manière d'être pour les Grecs, se caractérise par la juste mesure, c'est-à-dire par la modération des passions et par l'implication de la réflexion dans les actes. Cela nous paraît être un élément culturel, et cela, nous le reconnaissons. Mais est-ce le fruit d'intellectuels, tels les philosophes que nous avons cités, ou est-ce le fruit du lien des Grecs à leur histoire? Pour répondre à ce sujet, dans un premier moment, on va penser la politique et les Grecs, et dans un deuxième moment, la sagesse pratique et les Grecs. Les Grecs avaient tendance à penser que leur culture était puissante et était la meilleure. Les principaux éléments culturels étaient militaires, économiques et politiques. On peut penser qu'il y avait un certain orgueil. Et les sources concordent pour dire que c'était même propre à chaque cité, avec cette fierté d'appartenir à une grande cité, si ce n'est à la meilleure des cités. Il y avait une forte conscience civique. Le grec se pensait citoyen avant même de se penser homme. La nature de l'homme serait même d'être un citoyen. N'oublions pas qu'Aristote a pu écrire « L'homme est un animal politique » dans ses traités des politiques. Dans cette vidéo, je m'appuierai également sur de nombreuses citations, dont celle de Mose Finlay, dans les anciens grecs. À la masse, l'État fournissait à la fois des avantages matériels importants et une participation très considérable au gouvernement. Un petit nombre, qui constituait avec une classe nombreuse, les honneurs et les satisfactions qui allaient de pair avec la direction des affaires politiques et militaires. Le succès politique et la prospérité économique étaient des facteurs d'unité, permettant de trouver les énormes sommes nécessaires pour les magistratures et la flotte, sans lesquelles la participation et même le loyalisme de milliers de citoyens les plus pauvres auraient été au mieux incertains. Succès et prospérité fournissaient de puissantes motivations à l'orgueil civique et favorisaient une étroite identification des individus à la police. Sans l'Empire, il est difficile d'imaginer le triomphe premier du système que forgèrent Éphialte et Périclès. Puis le système créa son propre élan, soutenu par un sens très vif des responsabilités civiques. Si bien que les riches, par exemple, supportaient un lourd fardeau de charges financières et les principales charges militaires, tandis que le démos acceptait que ses chefs fussent issus de leur rang. L'auteur prend pour exemple la situation d'Athènes 5 siècles avant Jésus-Christ, la période classique, juste avant la période dite hellénistique qui s'étend de 3 siècles avant Jésus-Christ jusqu'à la bataille d'Actium qui a eu lieu en 31 avant Jésus-Christ et qui marque le début de la période romaine. Athènes aurait conservé l'enthousiasme citoyen. Le démos avait une place importante dans la cité. Tous les citoyens avaient un droit de décision. Le petit nombre désigne l'oligarchie, qui a le rôle décisionnel final. Elle a en charge les stratégies militaires et la gestion des budgets et des lois. Il y avait une unité qui fonctionnait seule, un véritable système qui motivait la cité à devenir toujours plus grande et toujours plus puissante. La Grèce était en état de guerre permanent. Les victoires permettaient de valoriser les cités, de choisir des héros auxquels les citoyens allaient s'identifier. La politique était un sujet central. Bien gérer une cité était quelque chose de primordial, voire de sacré. Nous pouvons y reconnaître une société inégalitaire. Pourtant, même lorsque la cité était sous le joug d'un tyran,
La population s'y soumettait et participait à la vie de la cité. Il y avait un véritable devoir citoyen. Nous ne retrouvons pas de sagesse dans les mots ici, mais la sagesse découlait de cette vision de l'histoire et de la politique. Tout acte moral, avant tout, est un acte politique. Le paysan travaillait pour permettre à la cité de se maintenir avec ses récoltes. L'histoire culturelle grecque se construisait par rapport à ces faits. Les mythes fondateurs et les héros composaient la morale. L'éducation, à l'époque, était surtout sur un mode oral. Dans les arts à disposition, il y a peu de traces d'écriture, et elle n'était réservée qu'à une certaine classe sociale élevée. La masse se contentait de la culture orale, construite sur le passé et sur les victoires de la grande cité. Mos Finlay écrira « La conscience et l'orgueil hellénique ou régional, le fondement du pouvoir, la signification des pratiques culturelles, la solidarité de la communauté, voilà ce qu'on cherchait à garantir ou à renforcer à partir du passé. » Et de telles fins étaient admirablement servies par les vieux récits, avec les révisions qu'exigeaient les nouveaux développements historiques, les mutations politiques et sociales. Tout cela facilité par la longue série, la grande quantité des mythes disponibles et par l'imprécision inévitable de la transmission orale. Dans le domaine politique, tout est significatif. Tout s'adapte avec le temps et les déformations du temps. C'est l'une des critiques que l'on peut adresser aux traditions orales qui sont imparfaites. Mais c'est le mode privilégié par la population. Et ce n'est pas un hasard si Platon ponctuait ses dialogues de mythes. Les mythes transmettaient un message éthique. Tout était lié aux affrontements politiques ou militaires des cités. Athènes et Sparte, par exemple, guettaient la moindre occasion de montrer leur supériorité l'une sur l'autre. Pour les Grecs, chaque victoire ou chaque réussite était cruciale. Le mythe liait cette réussite à un héros, à une pratique ou à une sagesse. Et eux-mêmes, héros, pratiques, sagesse, sont liés à une religion. La cité était ainsi pensée sous la protection des dieux. Athènes était par exemple la cité d'Athéna. La culture et la sagesse grecque étaient un pêle-mêle de politique, de religieux, d'art, sous l'idée transmise par les mythes. L'attrait des Grecs pour la politique était guidé par la façon d'être de l'homme ou du citoyen, avec pour objectif la vie bonne. Il s'agissait d'être heureux. Voici un petit extrait de Pythagore et la philosophie pythagoricienne de Anthelme-Édouard Chénier. Mais la philosophie grecque, à cette période de l'histoire, est unie non seulement à l'art, à la poésie, par conséquent à la religion, elle est liée encore à la réalité et à la vie pratique. Pour un grec, la vie humaine est essentiellement une vie sociale. En dehors d'une société organisée, régie par des lois, c'est-à-dire par des maximes rationnelles impératives, c'est-à-dire encore en dehors de la politique, il n'y a plus de place pour une société humaine, plus de place pour l'homme, et encore moins pour une étude et une science qui touche l'homme de si près. Toute conception des choses se lie à une conception de l'homme, et celle-ci a une conception sur l'homme ou à une conception politique. Et comme la théorie, sous ce rapport comme sous tous les autres, ne laisse pas séparer de la pratique, que la maxime des Grecs était au contraire de réunir toujours ces deux éléments qui se complètent, se limitent, se corrigent l'un l'autre. Nous ne devons pas nous étonner de voir se mêler et presque se confondre une tentative de réforme religieuse, politique, morale, avec le premier essai d'un système spéculatif et d'une doctrine vraiment scientifique que ce soit produit chez les Grecs. L'homme est politique par nature. L'homme n'est pas homme hors de la cité, de la piété et des arts. Il y a des réflexions sur l'homme et sur son action et les possibilités de son action. La morale, la sagesse pratique, est intimement liée à la politique. Et tout était lié dans l'esprit grec. C'est également pour cela que tout ce qui est lié à l'éthique est central, y compris une pensée particulière de ce qu'est le juste milieu. Pierre Aubinck écrit dans La Prudence chez Aristote « S'il nous arrivait de montrer que le thème de la prudence a des racines très antérieures à Aristote, cela signifierait que l'exaltation à cette vertu n'est pas étrangère à une certaine vision du monde, qui, si elle était encore celle d'Aristote, fut pour une grande part et en longtemps celle des Grecs. Cet attrait pour la politique, pour la vertu, pour la vie éthique, c'est ce que nous appelons une vision du monde. C'était une question de société et pas seulement l'objet d'un législateur, des intellectuels ou des philosophes. Deuxième partie, la sagesse pratique et les Grecs. La société grecque se fonde sur son histoire politique et sur les normes qui en découlent. Ce sont des récits historiques, des biographies de héros, des mythes qui vont fonder les cités et les religions. Mais il y a un cercle vicieux qui se met en place avec certaines limites.
Mose Finlay écrit: l'étude sérieuse de la psychologie et de la morale passa aux philosophes. L'histoire devint soit l'établissement terre-à-terre des faits, soit un véhicule pour la propagande politique et l'appel aux émotions. Le succès d'un écrivain était mesuré par sa rhétorique et son pathos, sa valeur de divertissement, plutôt que par sa véracité et sa compréhension. C'est-à-dire qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a un glissement qui s'opère. L'avènement de la philosophie qui se présente comme une science de vérité. Ce travail commence par dissocier le mythe de la réalité, qu'elle soit spirituelle ou historique. L'histoire devient l'histoire que l'on connaît comme description des faits, sans implication des valeurs mythiques. Les héros n'étaient plus autant suivis. Les Grecs demandaient de plus en plus des faits historiques et non des ressentis de valeurs ou un orgueil politique. Mais c'est limité, parce que les écrivains avaient du succès selon ce qu'ils étaient capables de faire ressentir. C'est pour cela que les Grecs appréciaient la catharsis procurée par la tragédie. L'histoire est alors dans un autre domaine. Peu à peu, l'histoire se détache de l'éthique ou de la sagesse. Il y a alors eu une demande d'engagement des philosophes dans cette voie. Mose Finlay écrira: à partir du moment où la philosophie eut étendu sa portée de la cosmologie à l'éthique et à la politique, elle ne perdit jamais ce profond engagement dans la vie réelle de son temps, déjà visible chez les pythagoriciens. Bien que ce ne fût pas d'égale façon ou dans les mêmes directions chez tous les philosophes ou dans toutes les écoles philosophiques. Platon fut imprégné de mysticisme pythagoricien, mais non Aristote. Tous deux manifestèrent un intérêt constant à l'égard de la politique, tandis qu'un philosophe comme Diogène le Cynique repoussa tout à la fois la science, la politique et la religion, organisées comme des vanités. Et pire encore. Cependant, il demeure vrai que, de façon générale, la philosophie grecque fut engagée, souvent d'une façon tout à fait étrangère aux conceptions modernes. L'intérêt des philosophes pour la politique est aussi lié à un engagement du philosophe envers la société pour penser le vrai et l'éthique. Il y avait une recherche de sens et d'unité dans les domaines de la société. Le pythagorisme est un exemple de lien de la politique, des sciences, de la morale et de la religion. Il y a un idéalisme que nous allons retrouver après chez Platon. Aristote va rompre avec cette conception. L'idéalisme et le religieux vont appartenir à un autre domaine de la vie humaine. Diogène est cité dans l'extrait que j'ai lu. Celui-ci était réputé pour être débauché, hédoniste, ascète, et prônait le détachement aux personnes, au passé et aux sépultures. Il s'est construit dans la société, contre la société elle-même, en reprenant les mêmes éléments étant donné qu'ils visent à sa déconstruction. La philosophie démontre par ses productions qu'elle s'est engagée dans la société et selon ses besoins, d'autant que les philosophes participaient aussi à la vie politique, autant que les autres citoyens. Ils accomplissaient un service militaire, ils participaient à la vie politique et aussi aux traditions religieuses, etc. Plus loin, Mose Finlay écrira: presque aucun grec, philosophe aussi bien qu'illettré, n'abandonna la croyance selon laquelle les dieux et les esprits intervenaient dans les vies des hommes pour le bien et le mal, punissaient quand ils étaient offensés, indiquaient, grâce à des oracles et d'autres procédés variés, leurs désirs et leurs intentions. Les questions qui occupaient les philosophes de toute école et tendance étaient conditions invariables qui entravaient l'existence humaine. Non seulement le surnaturel, mais aussi l'existence en communauté, l'homme étant de nature grégaire. Et les rudes conditions matérielles. Il n'y avait pas de conception d'un progrès technologique continu. Comment vivre heureux? Comment déterminer les valeurs et les normes correctes, puis les mettre en pratique? De plus, l'accent portait presque exclusivement sur cette vie-ci. Les questions morales, sur le bien et le mal, étaient un fait de société, pas une ligne uniquement intellectuelle. Le divin était encore présent, même si Aristote va s'en détacher peu à peu. Avant Aristote, ce n'était pas le cas. On le sent avec la formule « connais-toi toi-même », devise inscrite à l'entrée du temple de Delphes et que nous attribuons communément à Socrate. Les philosophies étaient liées à des anecdotes ou des pratiques religieuses, des consultations d'oracles, des pythies ou d'autres artistes dont on pensait à l'époque qu'ils étaient encouragés par les muses. Tout ce qui intéressait le grec, qu'il soit philosophe ou citoyen, concernait la vie bonne, c'est-à-dire la vie suivant l'éthique, donc la juste mesure, qui est de suivre ce qui est à la fois juste et bon. Ce n'est pas un dessein proposé par les philosophes, mais bien un élan du démos, un élan culturel antique et propre à la Grèce. Le philosophe, lui, n'a fait qu'observer et mettre en mots. Je vous propose maintenant
la bibliographie que j'ai utilisée pour cette vidéo. Pour ce qui est de la juste mesure et de la pensée aristotélicienne, je vous conseille le livre de Pierre Aubinck, La prudence chez Aristote. Pour toutes les questions d'éthique, je vous renvoie bien évidemment à l'Éthique à Nicomaque d'Aristote. Pour penser également tout l'aspect politique, culturel, religieux et l'implication de la philosophie dans la vie grecque, je vous propose Pythagore et la philosophie pythagoricienne d'Antalme-Édouard Chénier. Je vous conseille évidemment le livre que j'ai beaucoup cité ici, Les Anciens Grecs de Mose Finlay. Et pour compléter la culture sur Aristote, le juste milieu et la culture grecque, un article de Marie-Christine Grandjean, La prudence d'Aristote, histoire et pérégrination d'un concept. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.